J'avais peu de moyens, même pas du tout. Et du coup, c'est quand Plus belle la vie s'est arrêtée. Et j'ai mon ex-collègue, pote Brian Trésor. Et si le vrai enfer n'était pas fait de cris, de portes qui claquent ou de scandales publics, mais de silences répétés pendant près de 30 ans? C'est la question que toute la France s'est posée quand Lola Marois a enfin osé prononcer ces mots que personne n'attendait. Son mariage avec Jean-Marie Bigard n'était pas le conte de fées que l'on croyait. Pendant des années, ils ont incarné un couple atypique mais solide. Lui, l'humoriste provocateur, excessif, indestructible en apparence. Elle, la comédienne lumineuse, élégante, toujours souriante devant les caméras. Ensemble, ils formaient une image rassurante, celle d'un amour plus fort que les différences, plus fort que l'âge, plus fort que le temps. Du moins, c'est ce que l'on voulait croire. Mais derrière les sourires des tapis rouges, derrière les interviews maîtrisées et les plaisanteries soigneusement choisies, une autre réalité se jouait. Une réalité que Lola a longtemps refusé de nommer. Non par faiblesse, mais par loyauté. Par peur aussi. Peur de décevoir, peur de blesser, peur d'exposer une vérité qui ne ferait de mal à personne, sauf à elle-même si elle continuait à la taire. Quand elle parle aujourd'hui d'enfer, Lola ne décrit pas un homme violent ni un mariage scandaleux. Elle parle d'autre chose, de beaucoup plus insidieux. La solitude à deux, cette sensation d'étouffer alors même que l'on partage un toit, un lit, une famille, cette impression que quelque chose s'est lentement déplacé, sans bruit, jusqu'à ce que l'on ne reconnaisse plus la vie que l'on mène. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tant d'années de silence ? Pourquoi attendre que le temps fasse son œuvre, que les enfants grandissent, que les corps changent, que les regards se détournent parfois ? La réponse de Lola est simple, presque désarmante. Parce qu'à un moment, on ne peut plus continuer à faire semblant sans se perdre complètement. Ce qui frappe dans sa confession, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la revanche, c'est la lucidité. Une lucidité tardive, certes, mais d'autant plus puissante qu'elle est calme. Elle ne règle pas ses comptes, elle raconte, elle met des mots sur ce que beaucoup vivent sans jamais oser l'avouer. L'usure silencieuse, le décalage qui s'installe, la fatigue de porter seule l'équilibre d'un couple. Pendant longtemps, Lola a défendu leur histoire bec et ongle. Face aux critiques sur leur différence d'âge, face aux rumeurs, face aux regards parfois cruels, elle répétait que l'amour suffisait, que le reste n'était que bruit extérieur. Et peut-être le croyait-elle vraiment, à ce moment-là. Mais l'amour, aussi sincère soit-il, ne protège pas toujours du temps qui passe. Il ne protège pas des corps qui ralentissent différemment. Il ne protège pas des envies qui ne coïncident non plus. Et surtout, il ne protège pas de cette question qui finit toujours par surgir tard le soir, quand tout se tait, suis-je encore à ma place dans cette vie ? Ce soir-là, quand Lola a décidé de ne plus mentir, ni aux autres, ni à elle-même, quelque chose s'est fissuré dans l'image parfaite que l'on avait construite autour d'eux. Non pas un scandale, mais un doute, et ce doute est bien plus dérangeant que n'importe quel éclat de voix. Car si Lola Marois, femme admirée, mère, actrice accomplie, a pu se sentir prisonnière d'un bonheur de façade, alors combien d'autres vivent la même chose dans l'ombre ? Mais pour comprendre comment cette femme de lumière a pu glisser, presque sans s'en rendre compte, dans ce qu'elle appelle aujourd'hui un enfer silencieux, il faut revenir en arrière, bien avant Bigard, bien avant le couple, là où tout commence vraiment. Avant d'être la femme de, avant d'être scrutée, jugée, commentée à travers le prisme de son mariage, Lola Marois était d'abord une promesse, une trajectoire qui semblait écrite vers la lumière, une enfance bercée par l'art, les mots, les images, un père photographe de mode, une mère écrivaine, des valises posées tour à tour à Paris, Los Angeles, Madrid. Très tôt, Lola apprend à observer, à ressentir, à traduire le monde. Elle grandit avec cette sensibilité rare qui fait les artistes, et parfois leurs blessures. Sur scène, elle respire, elle joue, elle incarne, elle vibre. Les études sont brillantes, les formations exigeantes, les rôles s'enchaînent, théâtre classique, comédie contemporaine, salle pleine, puis vient la reconnaissance populaire, celle qui installe durablement un visage dans le quotidien des Français. À l'écran, elle est solide, rassurante, lumineuse, tout semble aller dans le bon sens. Mais derrière cette ascension presque parfaite, il y a une faille, une fissure discrète, invisible aux yeux du public, mais bien réelle. Lola l'admettra plus tard.
un besoin profond d'être comprise, rassurée, protégée, une soif d'amour totale, enveloppant, presque salvateur. Rien d'exceptionnel, direz-vous, et pourtant c'est précisément là que le destin s'infiltre. À ce moment de sa vie, Lola est jeune, brillante, en mouvement. Elle veut tout, aimer, créer, explorer, brûler les étapes. Elle ne connaît pas encore les compromis qui rongent lentement les rêves. Elle ne connaît pas encore la fatigue des renoncements silencieux. Elle avance avec cette énergie propre à ceux qui pensent que le temps est un allié éternel, et c'est là que surgit Jean-Marie Bigard, l'exact opposé. Un homme déjà chargé d'années, d'excès, de succès, de combats. Un monument de la scène française. Un humour abrasif, une personnalité écrasante, une vie déjà bien remplie. Lui n'est plus dans la conquête, il est dans l'après, dans le ralentissement, dans le besoin de calme, de stabilité, de refuge. À première vue, rien ne les destinait à se rencontrer. Et pourtant, l'attraction est immédiate. Elle est attirée par sa force, son assurance, sa présence presque animale. Lui est fasciné par sa jeunesse, sa fraîcheur, sa vitalité. Deux solitudes qui se reconnaissent. Deux manques qui semblent se compléter. C'est souvent ainsi que naissent les histoires les plus intenses et les plus fragiles. On a parlé de contes de fées modernes, de la belle et la bête. Mais dans les contes, on oublie souvent de dire que la magie a un prix, et que l'amour, lorsqu'il repose sur des déséquilibres invisibles, peut devenir un terrain glissant. À ce stade, Lola ne voit pas encore le danger. Elle croit à la promesse, à la protection, à cette impression d'être enfin à l'abri. Elle pense que l'amour saura compenser le reste. Après tout, n'est-ce pas ce que l'on répète depuis toujours? Que l'amour suffit? Ce qu'elle ignore encore, c'est que l'amour ne gomme pas le temps. Il peut l'oublier un moment, le suspendre parfois, mais il finit toujours par le retrouver sur son chemin. Et quand deux êtres avancent à des vitesses différentes, même la plus belle des histoires peut commencer à se fissurer sans que personne ne s'en rende compte. Mais au début, tout est encore possible, tout est encore promesse. Et c'est précisément dans cet instant suspendu que leur histoire bascule réellement. Au début, tout ressemble à une évidence. Une de ces rencontres, dont on dit qu'elles étaient écrites, Lola entre dans la vie de Jean-Marie Bigard à un moment précis, presque fragile. Lui sort d'un passé lourd, de combats personnels, d'une vie déjà trop pleine. Elle arrive comme une bouffée d'air, une lumière vive dans un quotidien qui s'assombrit doucement. Et très vite, l'évidence devient passion. Ils ne se ressemblent pas, et c'est précisément ce qui les attire. Lola est en mouvement permanent. Elle parle vite, rêve loin, projette sans cesse. Elle veut vivre, expérimenter, encore et encore. Jean-Marie, lui, a déjà vécu 1000 vies. Il connaît les coulisses, les excès, les chutes. Il aspire à autre chose, au calme, à la stabilité, à une forme de paix tardive. Deux temporalités, deux rythmes, mais un même désir d'aimer. Au début, la différence d'âge amuse. 28 ans, ce n'est qu'un chiffre, disent-ils. L'amour n'a pas d'âge, répète-t-on dans les interviews. Et pendant un temps, cela semble vrai. Il rit, il provoque, il déjoue les critiques. Le public les observe, parfois sceptiques, souvent curieux, mais eux tiennent bon, ensemble contre le monde. Pour Lola, Jean-Marie représente une force, une présence rassurante, presque protectrice. Il a vécu, il sait, il peut encaisser. Pour lui, Lola est un élan vital, une jeunesse qu'il admire, qu'il protège, qu'il regarde parfois comme on regarde une seconde chance offerte par la vie. Chacun trouve chez l'autre ce qui lui manque. Mais ce que l'on ne dit pas encore, c'est que ce type d'équilibre repose sur une illusion fragile. Car au fil du temps, ce qui était complémentarité peut devenir décalage. Ce qui était protection peut se transformer en dépendance. Et ce qui était admiration peut se muer en fatigue silencieuse. L'écart d'âge ne se manifeste pas d'un seul coup, il s'installe doucement. Dans les détails, dans les soirées écourtées, dans les projets repoussés, dans les corps qui ne répondent plus de la même façon. Lola veut sortir, voyager, créer sans cesse. Jean-Marie, lui, ressent le poids des années, la lassitude, le besoin de repos. Là où elle voit des opportunités, lui voit de l'épuisement. Au début, on fait des concessions. On s'adapte. On se dit que c'est normal, que l'amour, c'est aussi cela. Mais à force de s'adapter, on finit parfois par se perdre. Et sans s'en rendre compte, on commence à vivre au rythme de l'autre, en oubliant le sien. Pourtant,
À ce stade, Lola croit encore profondément à leur histoire. Elle croit que l'amour peut tout rééquilibrer. Elle croit que le temps peut être apprivoisé. Elle croit que les critiques finiront par se taire. Elle croit surtout que l'on peut vieillir ensemble, même si l'on ne vieillit pas au même moment. Mais le temps n'est pas une abstraction. Il agit sur les corps, sur l'énergie, sur le désir. Et plus les années passent, plus cette différence, longtemps minimisée, devient une présence constante, comme un troisième personnage dans leur couple, silencieux mais omniprésent. Ce n'est pas encore la rupture. Ce n'est même pas la crise, c'est plus subtil que cela. C'est une sensation diffuse, un malaise que l'on repousse, une question que l'on n'ose pas formuler, jusqu'au jour où la vie impose un tournant que personne n'avait prévu. Quand Lola Marois tombe enceinte, tout change, pas seulement dans son corps, mais dans l'équilibre déjà fragile de son couple. La maternité arrive comme une promesse immense, presque sacrée, un projet commun, un avenir à construire ensemble. Pour Lola, devenir mère n'est pas une parenthèse, c'est un engagement total, viscéral. Pour Jean-Marie Bigard aussi, cet enfant représente une forme de réparation, une continuité tardive, un sens nouveau donné aux années qui restent. Mais très vite, le rêve se fissure. La grossesse de Lola n'a rien d'un long fleuve tranquille. Elle est éprouvante, dangereuse, parfois terrifiante. Les nausées sont extrêmes, les hospitalisations fréquentes, le corps lâche. Lola le racontera plus tard sans pathos, mais avec une précision glaçante. Elle a eu peur de mourir, peur de ne pas aller au bout, peur de perdre ses enfants, avant même de les avoir tenus dans ses bras. Puis vient l'annonce brutale. Un accouchement prématuré. Les jumeaux arrivent trop tôt. Jules et Bella, minuscules, fragiles, entourés de machines, de tuyaux, de silence médical. L'hôpital devient leur monde pendant des semaines. Et dans cette chambre froide, baignée de néon, quelque chose de rare se produit. Jean-Marie Bigard est là. Présent, calme, solide, méconnaissable pour ceux qui ne connaissent que le provocateur des scènes. Dans ces moments-là, l'écart d'âge disparaît. La fatigue, les différences, les tensions s'effacent devant l'urgence vitale. Ils tiennent ensemble, ils se relayent, ils espèrent, et Lola croit sincèrement que cette épreuve les a soudés à jamais, qu'après avoir traversé cela, rien ne pourra plus les séparer. Mais la vie ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital. Les enfants grandissent, les nuits blanches laissent place à un quotidien exigeant. Lola devient mère à plein temps, tout en reprenant sa carrière. Les tournages, les répétitions, les déplacements, elle court encore et encore. Elle veut rester vivante, créative, en mouvement. Jean-Marie, lui, ralentit. Le corps suit moins. L'énergie n'est plus la même. Là où elle se reconstruit dans l'action, lui s'épuise. Et sans bruit, la solitude s'installe. Pas une solitude spectaculaire, pas celle qui fait pleurer devant les autres. Une solitude intime, presque honteuse. Celle d'une femme qui partage tout, mais ne se sent plus vraiment accompagnée. Lola encaisse. Elle tait ses frustrations. Elle protège ses enfants. Elle protège son mari. Elle protège l'image du couple. Elle sourit quand on lui demande si tout va bien. Elle plaisante. Elle rassure. Car pour elle, être mère signifie aussi sacrifier. Sacrifier ses doutes. Sacrifier ses colères. Sacrifier ses envies. Elle se convainc que c'est normal. Que toutes les femmes passent par là. Que l'amour, c'est aussi savoir se taire. Et surtout, elle refuse de devenir celle qui détruit l'équilibre familial. Mais ce silence a un prix. Les années passent. Et Lola commence à ressentir un vide étrange. Elle vit avec quelqu'un, mais elle ne vit plus vraiment avec lui. Les conversations se raccourcissent. Les regards se croisent en moins. Les corps s'éloignent doucement. Rien de violent, rien de dramatique. Juste une distance qui s'étire jour après jour. Ce qui l'a fait le plus souffrir, ce n'est pas l'absence d'amour. C'est l'absence de synchronisation. Cette impression que leur vie avance désormais sur deux rails parallèles, qu'ils partagent un foyer, mais plus le même élan. Et dans ce décalage, Lola commence à se poser une question qu'elle repousse aussitôt, tant elle lui fait peur. Jusqu'à quand peut-on s'oublier par amour ? Elle n'ose pas encore y répondre, pas à voix haute, pas même à elle-même. Mais quelque chose au fond commence à se fissurer, une fracture discrète, presque invisible. Celle qui annonce que le point de non-retour n'est peut-être plus si loin. Il n'y a pas eu de scène, pas de cri, pas de porte claquée, seulement une phrase laissée en suspens, presque anodine, mais qui dit tout, quand Lola Marois murmure « On ne peut plus ». Puis s'arrête, ce silence-là pèse plus lourd que n'importe quel discours. Car ce qu'elle ne termine pas, chacun le comprend. On ne peut plus avancer au même rythme, on ne peut plus partager la même énergie, on ne peut plus faire semblant.
Pendant longtemps, Lola a cru que l'amour consistait à ajuster son pas sur celui de l'autre, à ralentir quand il fallait, à renoncer quand c'était nécessaire. Elle l'a fait avec sincérité, avec tendresse même. Elle ne s'est jamais vécue comme une victime. Elle a choisi, et ce choix, elle l'a assumé année après année. Mais le temps a cette cruauté discrète. Il ne demande pas la permission. Il transforme les corps, les envies, les priorités. Là où Lola ressent encore l'élan, le besoin de créer, de se projeter, Jean-Marie ressent la fatigue. Une fatigue légitime, humaine, mais irréversible. Lui aspire à des jours plus calmes. Elle a des horizons encore ouverts. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une trahison, c'est un constat. Dans ces mots, Lola ne cherche pas à accuser. Elle ne dresse pas un procès. Elle décrit une réalité devenue impossible à ignorer. Elle raconte ces moments où elle se surprend à attendre seule, à partir seule, à rêver seule, non par rejet, mais parce que leurs chemins intérieurs ne se croisent de plus comme avant. Elle confie cette sensation étrange, vivre avec quelqu'un sans être certaine de vivre avec lui. Une solitude feutrée, presque invisible, celle qui n'attire pas la compassion parce qu'elle ne fait pas de bruit, celle que l'on cache derrière l'humour, derrière les phrases légères, derrière les sourires de façade. Et pourtant cet aveu n'est pas amer, il est lucide. Lola comprend que ce qui les unit les a aussi lentement éloignés. Les épreuves traversées ensemble les ont soudés, mais le temps, lui, a creusé un décalage que l'amour seul ne suffit plus à combler. Ce qui bouleverse, c'est la maturité de son regard. Loin des clichés, loin des règlements de compte, elle reconnaît ce que Jean-Marie lui a apporté, son soutien dans les moments les plus sombres, sa présence quand la peur aurait pu tout briser. Elle ne renie rien, elle n'efface pas le passé, elle l'honore même. Mais elle ose enfin poser la question essentielle. Jusqu'où peut-on se sacrifier sans se perdre? Et surtout, est-ce encore de l'amour que de s'oublier? Dans cette prise de conscience, Lola ne parle pas seulement d'un couple célèbre. Elle parle de milliers d'histoires silencieuses, de femmes et d'hommes qui vieillissent différemment, de partenaires qui s'aiment encore, mais ne vivent plus la vie sur la même fréquence, de ces relations où personne n'est coupable, mais où quelque chose doit changer. C'est ici que son discours prend une dimension universelle. Il dépasse Bigard, il dépasse leur histoire, il devient le miroir d'une société qui préfère les récits simples, les ruptures brutales, les scandales, plutôt que ces vérités nuancées, inconfortables, mais profondément humaines. Lola n'annonce pas une fin fracassante, elle annonce une transformation, une mulante, intérieure. Et dans cette transformation, une autre décision commence à se dessiner. Une décision qui va choquer, faire parler, diviser, mais surtout libérer. Quand Lola Marois parle aujourd'hui, ce n'est plus la voix d'une femme en colère. C'est celle d'une femme qui a cessé de s'excuser d'exister. Après des années à s'effacer doucement pour préserver l'équilibre, elle décide de faire un pas que personne n'attendait vraiment. Non pas une rupture spectaculaire, non pas un scandale conjugal, mais quelque chose de bien plus dérangeant pour la société. Reprendre possession d'elle-même. Quand elle annonce poser pour Playboy, quand elle explique s'être lancée sur une plateforme réservée aux adultes, la réaction est immédiate. Les commentaires pleuvent. Les jugements aussi. Comment une mère peut-elle faire cela? Comment l'épouse de Jean-Marie Bigard ose-t-elle? Et surtout, comment une femme de son âge se permet-elle encore d'affirmer son désir? Mais là encore, Lola surprend. Elle ne se justifie pas. Elle ne provoque pas. Elle explique, calmement. Elle parle de liberté, de corps, de regard sur soi. Elle dit vouloir exister, en dehors du couple, en dehors du rôle qu'on lui a assigné. Elle refuse que sa féminité soit enfermée dans une case. Mère, épouse, actrice, puis silence. Ce geste n'est pas une attaque contre son mari. Elle le répète. Ce n'est pas une vengeance, c'est un acte de survie. Une manière de dire « je suis encore vivante ». Et derrière cette démarche, il y a une vérité que beaucoup préfèrent ne pas entendre. On peut aimer sans se sacrifier entièrement. On peut respecter l'autre sans disparaître soi-même. Ce qui frappe Sarah, c'est la façon dont Lola parle encore de Jean-Marie Bigard. Sans mépris, sans ironie, avec une forme de tendresse lucide, elle reconnaît son vieillissement, elle reconnaît ses limites, elle reconnaît aussi ce qu'il a été pour elle, un soutien, un pilier dans les moments les plus sombres, notamment lorsque leurs jumeaux luttaient pour vivre. Elle ne réécrit pas l'histoire, elle ne la noircit pas, elle l'éclaire,
Elle accepte que leur relation ne soit plus une passion flamboyante, mais une coexistence fragile, faite de compromis, de nostalgie, d'humour aussi. Quand elle plaisante en disant qu'ils ne peuvent plus courir le même marathon, ce rire n'est pas cruel. C'est un rire de lucidité, celui qui reconnaît le réel sans le rejeter. Et c'est là que son témoignage devient profondément humain, parce qu'il ne parle plus seulement d'un couple célèbre, il parle de nous, de ces moments où l'on se rend compte que la vie a changé, que nos désirs ont évolué, que ce qui nous portait hier nous pèse parfois aujourd'hui, et que continuer par habitude peut devenir une forme de renoncement. Lola ne claque pas la porte, elle n'efface pas le passé, elle choisit un chemin plus rare, celui de la clarté, une clarté qui ne détruit pas, mais qui libère. Elle montre qu'il est possible de se redéfinir sans humilier l'autre, de renaître sans transformer l'amour en champ de ruines. Alors, au terme de ce récit, une question demeure. Une question inconfortable mais essentielle. Combien de temps peut-on vivre en silence avant de se perdre soi-même ? Et surtout, que ferions-nous, nous, à sa place ? Continuer à faire semblant ou oser regarder notre vérité en face, même si elle nous oblige à changer ? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre parcours, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre expérience, votre regard compte. Pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits humains, sincères et profonds. Parce que derrière les célébrités, il y a toujours des vies. Et parfois ces vies nous ressemblent plus qu'on ne l'imagine.